va? Ça va bien? Ça marche? Ouais. C'est pas du vent. On continue? Oui. Anne-Cécile Brun. Bonjour, il y a de moins en moins de poissons dans nos océans à cause de la surpêche, mais ce n'est pas une fatalité. Au sud du Sénégal, par exemple, 8 villages de pêcheurs ont créé une aire marine du patrimoine communautaire pour préserver leurs ressources halieutiques et lutter contre l'exode rural. En 2 ans, les principes du Kawawana ont été acceptés par tous. Quand on a interdit de pêcher ici, de ne pas pêcher là-bas, de ne pas pêcher... Au premier moment, c'était difficile. Tout le monde parlait beaucoup, discutait. Même les mariés étaient face pourquoi quelqu'un vient ici nous commander et nous dit ça, c'est ça. Mais finalement, on a compris que c'est notre intérêt. C'est pourquoi on a soutenu maintenant Kawawana. Si on voit quelqu'un faire ce qui ne plaît pas à Kawawana, on lui dit carrément, franchement, on n'aime pas ça. La gestion communautaire de la pêche en Casamance, c'est un reportage de Binta Diagne à découvrir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Cette semaine, l'association Sherpa a annoncé qu'elle se retirait des accords conclus avec le groupe Areva en 2009. Ces accords avaient pour objectif d'assurer le suivi sanitaire des travailleurs des mines d'uranium au Niger et au Gabon. Si des observatoires de la santé ont bien été mis en place dans les 2 pays, c'est le manque de réactivité du groupe concernant les indemnisations qui a surtout motivé cette décision, comme nous l'explique William Bourdon, le président de l'association Sherpa. C'est une décision qui a été prise d'une part après une mûre réflexion et évidemment après consultation de tous nos partenaires africains, je veux dire les ONG du Niger, du Gabon, l'association des anciens travailleurs de Mounana présidée par Madame Godet. Aujourd'hui, nous constatons que ce que nous attendions du groupe Areva, c'est-à-dire un engagement fort pour établir des relations durables et de confiance avec les sociétés civiles locales, eh bien cet engagement fort n'a pas été tenu. Nous constatons que si il y a des, entre guillemets, dividendes en termes d'image pour le groupe qui sont récoltés, c'est de bonne guerre. Pour autant, il n'y a pas une exécution de ces accords qui n'a été ni au rythme espéré, ni exhaustive et complète comme on l'a à plusieurs reprises événements demandé. Et enfin, sur des points essentiels, par exemple l'indemnisation des anciens travailleurs africains, nous sommes devant une anomalie absolue. 2 familles françaises, et tant mieux pour elles, ça a été très long et compliqué et ingrats, ont été indemnisées sur environ 10-12. Et sur plus de 100 anciens travailleurs africains, gabonais ou nigériens, aucun n'a été identifié comme ayant contracté de maladie professionnelle. C'est impensable. Comment se fait-il? Il y aurait les travailleurs français, auraient travaillé au fond de la mine, auraient été les plus exposés, et les travailleurs africains au-dessus. C'est incohérent, c'est absurde. Je ne veux pas faire de procès d'intention, mais évidemment ça crée un 2 poids 2 mesures incompréhensible pour les ONG locales, inexplicable. Et enfin, le site minier aujourd'hui fermé de Mounana, au Gabon, qui aurait dû être décontaminé parfaitement parce qu'on ne laisse pas place au risque en la matière, ne l'a été que partiellement. Donc trop c'est trop. On a tiré la sonnette d'alarme 10 fois. On a montré notre colère et notre exaspération 10 fois. Voilà, donc on a pris cette décision qui n'était pas facile à prendre, mais dans un consensus parfait avec tous nos partenaires. Vous dites que l'arrivée de Luc Oursel en juin 2011 à la présidence du directoire d'Areva aurait changé la donne. Oui, quand on se lance dans des partenariats ou des accords comme ça avec des grands groupes industriels, c'est une prise de risque que j'assume. Nous, on est mandataires de qui? On est mandataires de familles qui nous ont demandé de rechercher les moyens d'une indemnisation. Indemnisation, il faut le dire avec force ici, pour les familles africaines notamment, impensable judiciairement. Il n'y a pas un juge local, il n'y a pas un juge français qui aurait été en mesure de faire droit à leurs demandes, outre le fait que ce sont des dossiers par nature compliqués sur le plan médical et judiciaire. Donc, ce sont des logiques compliquées de dialoguer avec ces grands groupes industriels. Quelle est la part de sincérité? Quelle est la part d'instrumentalisation consciente ou inconsciente de ces logiques de partenariat pour essayer de se redorer une vitrine parfois un peu endommagée, du côté d'Areva, pas très brillante, il faut le dire. C'est tout ça qui est mêlé, et c'est tout ça qui demande des arbitrages compliqués. Aujourd'hui, nous avons dénoncé ces accords. Il y a un résultat qui est là, qui a des centaines de travailleurs africains qui bénéficient d'un suivi médical grâce à ces accords. Je m'en réjouis pour eux et je me réjouis également de ce suivi médical pour leur famille. Mais pour le reste, ce qui était le cœur, l'épicentre des accords, l'indemnisation des travailleurs africains, des observatoires de la santé qui avaient pour vocation à organiser un point sanitaire zéro, c'était sans précédent, c'était une innovation sur une sphère industrielle peu habituée à des logiques de partenariat avec les ONG. Je parle du secteur minier,
qui est quand même globalement assez connu dans le monde entier pour un certain mépris pour l'environnement, sinon pour la responsabilité sociale. Voilà, donc on a quand même fait avancer des choses, mais le cœur n'y était plus. Trop de lassitude, trop d'exaspération, trop d'insatisfaction. On est obligé de se demander si, en rendant impossible l'indemnisation de travailleurs africains, on n'a pas manifesté la peur que se crée une espèce d'effet d'aubaine, une espèce de grand mouvement du côté de l'Afrique que n'aura pas pu gérer le groupe Areva. Je redis avec force, il n'est pas raisonnable, il n'est pas explicable que seuls d'anciens collaborateurs français aient été indemnisés et aucun parmi la centaine de travailleurs africains qui a été examiné. Bonjour Alain Hacker. Bonjour. Vous êtes le directeur médical du groupe Areva. Comment réagissez-vous au fait que l'association Sherpa ait décidé de se retirer des accords qui avaient été signés en 2009 avec Areva ? Ma première réaction, c'est la surprise. Nous avons mis en place un processus de veille sanitaire pour nos anciens mineurs au Gabon et au Niger, qui se déroule normalement depuis la mise en place au Niger en 2011 et au Gabon en 2010. Donc pour vous, ça se déroulait normalement, parce que les ONG locales, par exemple, parlent de coquilles vides et considèrent que rien n'avance. Depuis la mise en place de ces observatoires, nous avons réalisé 800 consultations d'anciens salariés mineurs. Nous avons eu des difficultés de mise en place inhérentes aux conditions locales. La gouvernance qui est organisée autour d'un conseil d'administration se déroule normalement depuis cette mise en place. Donc je considère aujourd'hui que nous sommes dans une phase d'efficacité du dispositif. Alors il y a eu certes 800 consultations, mais pour l'instant aucune indemnisation. Il y en a eu 2 en France, mais aucune en Afrique. Comment expliquer cela ? Du côté des mineurs africains, c'est plus long parce qu'il faut constituer l'ensemble des dossiers médicaux, il faut rassembler des données qui étaient dispersées, il faut organiser des examens complémentaires, alors qu'en France, on avait déjà des dossiers constitués. Donc aujourd'hui, c'est le début du dispositif qui est en place. Il faut attendre vraiment qu'on ait vu tous les anciens mineurs en consultation pour tirer des conclusions. Il est bien trop tôt aujourd'hui pour tirer des conclusions. Et selon vous, est-ce qu'il y a des délais que Areva pourrait souhaiter tenir pour avancer sur ces dossiers ? Nous souhaitons, nous, avoir sur un intervalle de 2 années, en moyenne, vu l'ensemble des anciens travailleurs des mines au Gabon et au Niger. Donc on monte progressivement en puissance pour que cet intervalle de 2 ans permette à chaque travailleur, ancien travailleur, d'avoir accès à ce dispositif de prévention. Nous nous sommes engagés sur les compensations, nous tiendrons cet engagement. On a fait un état des lieux, on va voir une grande majorité de ces anciens mineurs sur place et dans les différentes régions. C'est pas uniquement autour de Mounana au Gabon, par exemple, ça peut être à Libreville, ça peut être à Franceville aussi, ça peut être à Port-Gentil. Donc on sait aujourd'hui qu'on pourra voir plus de 90% de la population des anciens mineurs lorsqu'on aura convoqué tout le monde. Aujourd'hui on est fin 2012, je peux aujourd'hui dire qu'en 2014, je pense qu'on aura vu tous les anciens mineurs. Et donc on peut envisager éventuellement qu'il y ait des indemnisations à partir de 2014 ? C'est pas Areva qui décide, c'est la gouvernance est organisée autour d'un conseil d'administration tripartite. Il y a ensuite des médecins spécialistes indépendants qui vont statuer sur les dossiers qui seront présentés. Donc je pourrais vous présenter les résultats lorsque ces médecins indépendants auront rendu leur diagnostic. Si nous avons des pathologies qui sont dépistées, effectivement, en 2014, on pourra faire un premier bilan. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
En cette période de fin d'année, c'est la course aux cadeaux, mais pas pour tout le monde. La crise économique freine les ardeurs. Heureusement, il existe des initiatives qui, tout en s'appuyant sur les excès de notre société de consommation, permettent d'égayer les réveillons des plus démunis. L'agence du don en nature récupère depuis 4 ans les invendus des grandes marques pour les distribuer gratuitement à ceux qui en ont besoin. Sophie Goujon est la fondatrice de cette agence. L'agence du don en nature, en fait, a créé une passerelle de confiance entre les industriels, le monde lucratif d'une part, et les associations qui luttent contre l'exclusion, le monde non lucratif d'autre part. Et donc concrètement, on fait 3 choses. Première chose, on va collecter auprès des entreprises les fins de stock, les surplus, les invendus non alimentaires. Deuxième chose, on les stocke dans un entrepôt et on les met sur un catalogue de dons en ligne. C'est comme un site de e-don. C'est pas un site de e-commerce, c'est du e-don. Et troisième chose, on redistribue ces produits neufs, non alimentaires, au tissu associatif français. Nous travaillons aujourd'hui avec 330 associations sur toute la France qui luttent contre l'exclusion et qui accompagnent les 8,6 millions de personnes en France qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Soit avec moins de 954 € par mois. C'est bien ça. Il faut savoir que dans ces 8 millions, il y a près de 2 millions d'enfants. Il y a plus de 600 000 mamans solo, comme on les appelle maintenant. Il y a 2 millions de travailleurs pauvres, 1 million de petites retraites. Donc malheureusement, beaucoup de catégories de personnes dans la population sont touchées aujourd'hui par la précarité. Vous utilisez donc le surplus. Quel type d'entreprise vous donne ? Donc on va travailler avec de grandes entreprises sur des produits d'hygiène, d'entretien, d'électroménager, de jouets, de fournitures scolaires, de textiles. Donc il y a le groupe Seb, Procter & Gamble, L'Oréal, Lexmark, Etam, Célio, Playmobil, voilà, donc des industriels qui travaillent avec nous parce que ils savent que la filière est sécurisé. C'est très important pour l'entreprise de savoir que les produits confiés vont réellement aller aux personnes en précarité et vont pas se retrouver après-demain sur les marchés parallèles, bien évidemment. Mais c'est dans quel volume ? Alors en termes de volumétrie, aujourd'hui, on travaille avec une 50aine de marques donatrices et ça nous a permis de redonner 20 millions d'euros de produits en équivalent valeur marchande, là à fin 2012. Évidemment, là on est dans la période juste avant Noël, donc j'imagine que vous avez des jouets en stock ? Complètement, Noël c'est un moment emblématique et on a collecté 650 000 jouets, donc là ça y est, la hotte du Père Noël est en train de se remplir. Alors ça n'empêche que tout au long de l'année, nous notre fond de catalogue entre guillemets, ça va être des produits basiques, d'hygiène, d'entretien, les lessives, les gels douche, les shampoings, les sous-vêtements, les manteaux, beaucoup de pièces chaudes. Voilà le type de produits qu'on redonne. Quel est l'intérêt pour une entreprise de donner ses invendus ? Nous avons posé la question à Joël Tronchon. Il est le directeur du développement durable du groupe Seb, qui vend chaque année plus de 200 millions de produits culinaires et électroménagers dans le monde. La part des invendus, c'est une infime partie de notre production annuelle, et j'allais dire heureusement. Par contre, c'est vrai que pour une association comme l'Agence du don nature, nous on donne entre 20 000 et 25 000 pièces par an à l'Agence du don nature. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Ça peut être donc des articles d'électroménager jusqu'à des articles culinaires, casseroles et autres. Est-ce que selon vous, le travail finalement de l'Agence du don en nature n'est pas révélateur des dérives de notre société de consommation ? Ça dépend des secteurs. Je crois que par exemple dans le gaspillage alimentaire, on sait que c'est quelque chose de très prégnant. Autant on peut pas faire ce constat-là pour les industriels. Je crois on fait des grandes séries. On ne peut de toute façon pas mécaniquement vendre à l'unité près tout ce qu'on produit. Par contre, on pourrait parler de gaspillage ou de problème fondamental si on est obligé de détruire ces produits non vendus. Or, ces projets comme l'Agence du don nature qui nous permettent justement d'écouler de manière intelligente et socialement responsable ces surplus. Et en même temps, c'est un service qui vous est rendu puisque la destruction a un coût. Exactement. Non seulement ça a un coût, mais c'est une double hérésie. Ça gaspille, y compris les matières premières qui sont incorporées dans nos produits. Et derrière, en plus, socialement parlant, ça pourrait profiter à des gens en difficulté qui en sont privés si on les détruit. L'Agence du don en nature intervient en France.
Mais du coup, comment vous faites dans les autres pays ? Dans les autres pays, on a des équivalents dans certains pays. Par contre, on n'a pas forcément dans tous les pays l'interlocuteur unique qui joue le rôle d'interface comme le fait l'Agence du don nature. Ce qui nous oblige, nous, à donner des produits à plusieurs associations là. Donc quoi qu'il en soit, c'est quand même une politique du groupe de vouloir plutôt essayer de redistribuer plutôt que de détruire. Oui, tout à fait, surtout que c'est pas les besoins qui manquent, notamment au travers de notre fondation. Nous, on a une thématique qui est la lutte contre l'exclusion, et dans nos axes, on aide beaucoup d'associations qui œuvrent dans le domaine justement du logement pour les plus démunis. Et bien évidemment, et même avant notre partenariat avec l'Agence du don nature, on donnait nos produits à ces associations-là et on continue à le faire, comme Habitat Humanisme par exemple. Pour nous écrire, c'est pas du vent @rfi.fr. Il y a des évidences qui méritent d'être rappelées. Traiter une eau polluée coûte cher, donc si vous pouvez l'éviter, c'est mieux. C'est ce simple constat qui est à l'origine d'une initiative visionnaire pour la consommation d'eau de la ville de Munich en Allemagne. Bonjour Isabelle Hartmann. Bonjour. Vous signez un article sur ce sujet dans le magazine Terra Eco qui vient de sortir. À Munich, les nitrates sont solubles dans le bio. Alors tout a démarré par une prise de conscience au début des années 90. Effectivement, puisque là, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de nitrates dans l'eau et on s'est dit, plutôt que de polluer en amont, il vaut mieux éviter de polluer justement pour ne pas avoir à traiter après. Et donc effectivement, on était dans les années 90 à un taux de 15 mg par litre environ de nitrates. C'est évidemment beaucoup moins que ce qui est autorisé par la législation. La législation autorise environ 50 mg par litre. Mais on s'est dit, plutôt que de polluer une eau pour ensuite la traiter, autant faire en sorte que l'on aide en fait les agriculteurs à avoir une agriculture biologique, propre, pour éviter ensuite d'avoir à construire des usines de traitement. Alors 20 ans après, le programme est une réussite puisque 150 exploitants agricoles ont franchi le pas du conventionnel au biologique. Alors ce qui a aidé à les convaincre, évidemment, c'est le fait qu'ils ont été subventionnés dans ceux qui sont dans la zone de captage des eaux pour passer à l'agriculture biologique. Oui, puisque on leur a dit, voilà, si vous passez à l'agriculture biologique, nous, on va vous aider avec des sous, on va vous donner entre 160 et 310 € par hectare. Et ensuite, on va aussi faire en sorte qu'il y ait un label bio, en fait, par exemple, pour vos produits. On va faire en sorte qu'il y ait une chaîne, en fait, de distribution aussi de vos produits pour que tous ces produits, en fait, trouvent aussi des gens qui les achètent, tout bêtement. Et effectivement, ça a fonctionné, puisqu'aujourd'hui, on a grosso modo 85% de tous les agriculteurs de la zone de captage et aux alentours qui sont dans ce programme d'agriculture bio pour faire en sorte que l'eau de Munich reste propre. Donc les 1,4 million de Munichois boivent de l'eau qu'on pourrait qualifier de bio ? Oui, effectivement, c'est une eau bio que l'on a au robinet. Alors, on dit une eau bio, c'est entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de label bio pour l'eau, en fait. Donc, en théorie, ça n'existe pas. Mais en pratique, c'est effectivement ce que les Munichois boivent tous les jours au robinet. Alors, sur le plan international, l'expérience munichoise suscite vraiment la curiosité. Oui, il y a tous les jours des délégations étrangères, effectivement, qui viennent à Munich pour se rendre compte, est-ce que ça marche véritablement ? Ça a l'air tellement exceptionnel et tellement fou, en fait, que cela soit réalisable, que les gens ont besoin de venir pour vérifier, effectivement, si ça marche. Et on a des Tchèques, on a des Japonais, on a des Français, évidemment, aussi, qui sont venus, des Brésiliens. Le monde entier, en fait, se retrouve à Munich pour vérifier si c'est possible, et oui, ça l'est. Voilà, et c'est à lire dans votre article, à Munich, les nitrates sont solubles dans le bio, publié dans le Terra Eco, daté du mois de janvier. Merci Isabelle Hartmann. Merci à vous. Restez sur RFI, vous ne serez pas mieux ailleurs. Dans 3 minutes après le flash d'info, nous irons dans le sud du Sénégal découvrir comment 8 villages de pêcheurs se sont organisés pour mieux gérer leurs ressources halieutiques. À tout de suite.